Alors déjà, moi, je suis fan du omnicanal, multi-channel, omnicanal, on l'appelle comme on veut. Et je pense complètement qu'une marque, en fait, elle a le droit d'être partout. Et je trouve ça beaucoup moins risqué. Et en période de Covid, encore plus, parce qu'on voit que nous, si on n'avait pas notre e-shop, ça aurait été méga complexe. Mais de base, j'ai toujours voulu avoir une marque omnicanal. Juste, ce qui est hyper important, c'est de pas faire la même chose aux mêmes endroits et qu'une personne qui vient sur ton site, elle n'a pas envie de trouver forcément la même chose quand elle va chez Monop ou sur Amazon ou dans ta boutique ou dans une chaîne d'hôtels qui te revend. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est complexe parce que ça veut dire plus de formats, plus de produits potentiellement, donc moins d'économie d'échelle, entre guillemets. Mais nous, on essaye vraiment, par point de contact, d'amener une expérience différente. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Je reçois aujourd'hui Louis Marty, cofondateur de Merci Handy, MERCI, HANDY. Merci Handy crée depuis 5 ans des cosmétiques du quotidien, pratiques et colorés, avec des ingrédients quali pour la peau comme pour l'environnement, tant de leur utilisation que leur production. Une belle société d'une trentaine de personnes qui a écoulé plus de 3 millions de produits en 2019. 30 personnes dont 3 aux US, on en parlera bientôt. Avec un univers complètement décalé, fait de licorne et d'arc-en-ciel, complètement en dehors des standards du marché. C'est vrai qu'on est plus souvent habitué à des choses très sobres, des pastels pour évoquer le bio et la peau. Merci Andy dénote vraiment de la concurrence. Il n'a qu'à voir leurs vidéos sur Insta ou sur TikTok. Ce sont bien ces sujets que nous allons aborder avec toi, Louis, parmi beaucoup d'autres, mais le social media, la distribution, l'international qui compte déjà beaucoup pour vous. Un grand merci à Jeanne Poujardieu, une incroyable chef de projet chez Cosa Vostra, avec qui tu as travaillé il y a quelques années et qui a permis cette introduction. Louis, merci d'être là. Bienvenue. Salut Laurent, merci, très content. Le produit historique, c'est comme ça que je vous ai connu, je rentre directement dans le vif du sujet, mais c'était le gel main nettoyant. Et ma première réaction au début du confinement a été de rassembler tous mes pots de Merci Handy. C'est vrai que j'en avais pas mal. Qu'est-ce que le Covid a changé pour vous ? Alors déjà, il a changé beaucoup de choses parce que tout le monde est confiné. Donc déjà, sur le plan humain, moi, mon premier but avant de dire comment on va le tourner, entre guillemets, à notre avantage, c'était de m'assurer que l'équipe aille bien et que l'entrepôt aussi, qui est nous, un entrepôt fermé, c'était plus du tout de business pendant beaucoup de mois, c'était déjà de mettre toute cette place. Ensuite, ça a été de clarifier justement entre les différents produits qui existaient sur le marché, entre la différence entre notre gel et celui d'un hôpital, entre les décrets, il y a eu des décrets sur les prix qui ont existé, il y a eu plein de normes, il y a eu des réquisitions aussi. Donc voilà, c'était de clarifier, on a mis en place une communication, on a peut-être mis un tout petit peu trop de temps à réagir pour expliquer ces différences. On a fait un article de blog, on a pris la parole sur Insta, on a fait des lives pour rassurer et expliquer vraiment quelles étaient les différences. Et justement pour que nous aussi sur notre produit, on puisse potentiellement à l'issue de cette crise devenir un gel biocide, ça veut dire avec une fonction qui est plus médicale que celle d'aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, c'est nettoyant. Aujourd'hui, c'est nettoyant parce que c'est le choix du règlement dont on fait partie, c'est le règlement cosmétique. On a toujours été depuis le début de notre aventure dans ce règlement. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas efficace. C'est qu'est-ce que tu peux garantir ou écrire sur son étiquette. Donc ça, c'est le premier point. Nous, ce même produit-là aux États-Unis, il est sanitizer parce que la réglementation est différente. J'ai un pot devant moi, un flacon justement américain. Derrière, on a bien écrit antiseptique et avec un alcool
de 62%. Donc voilà. Et c'est la même formule. Et c'est la même formule. Donc c'est plus une histoire de réglementation. Et pour nous, respecter la réglementation, c'est déjà la règle numéro 1. Dans la cosmétique, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, on peut pas faire de MVP ou de produits en crash ou dire ça, je m'en fous. Enfin, la DGCCRF, on les connaît bien en France, mais aussi en Europe. On fait notre travail très sérieusement. Voilà. Maintenant, c'est clair qu'il y aura un avant et un après cette crise et que nous, on est en train d'enregistrer tous nos gels en tant que biocide. Et comme nos formules sont correctes, ça va aller assez vite. Ok. On rigole pas avec la santé, c'est un peu ce que tu dis. Ouais, la santé et sur les allégations, enfin sur une bouteille d'eau. Après, il y a des choses qui sont malheureusement ou heureusement d'ailleurs, il y a des choses qui ressortent des allégations, ce que tu veux écrire sur ton étiquette, et il y a des choses qui ressortent du scientifique. Et en fait, en fonction des pays, c'est vraiment ce que tu souhaites alléguer sur ton étiquette. Typiquement, quand j'achète une bouteille d'eau Evian, il n'y a pas écrit, j'aime bien prendre cet exemple et je l'ai donné à l'équipe, ça leur a fait rire, il n'y a pas écrit que c'est fait pour éteindre le feu. Maintenant, tu sais que l'eau peut éteindre du feu. Donc c'est un peu pareil. Ouais, je comprends où tu vas. Voilà, nous, on est un produit cosmétique, on l'assume, on a toujours été vendu dans des environnements cosmétiques avec des conseillères beauté. On n'est pas en pharmacie justement, on voulait pas leurrer et tromper le consommateur. Maintenant, on va changer un peu notre stratégie parce que les gens ont besoin d'être rassurés, pas uniquement avec la composition, mais aussi avec des normes et des allégations. Voilà. Entendu. Vous venez d'avoir 5 ans, c'est ce que tu m'as dit en intro ? Exactement. On peut revenir un peu sur la genèse. Pourquoi se lancer dans les gels nettoyants pour mains? Alors écoute, pour la petite histoire, quand on a décidé de monter Merci Handy, donc j'ai monté Merci Handy avec Roland, qui est mon cofondateur et qui est parti il y a un peu près maintenant, enfin qui est plus opérationnel depuis 1 an, une bonne année. On avait un projet dans la restauration et on voulait offrir une solution pour se laver les mains parce que c'était un projet dans la finger food. Justement un peu en mode food truck et compagnie. D'ailleurs, c'est un projet assez cool que j'aimerais bien refaire un jour. Mais vas-y, raconte. Du coup, ouais, non, mais c'est justement c'était un mix un peu de toute cette livraison tech qui a explosé, les Deliveroo, mais où tu manges dans des situations nomades. Mais le problème de toute cette bouffe, moi j'adore et je suis un gros consommateur de Deliveroo, Uber Eats, c'était justement tous les packs en fait qui sont, et nous au bureau, tu vois, on commande beaucoup Frischti et compagnie, et c'est vrai que il y a un problème sur les récipients, quoi. La chaîne elle se renouvelle pas, et c'était une idée autour de tout ça. Et bref, on voulait offrir une solution pour se laver les mains, et on a tapé gel antibactérien, gel main nettoyant dans Google, et on s'est dit c'est marrant, c'est quand même un produit que beaucoup de nos copines ont dans leur sac à main, et en fait ils se ressemblent tous, quoi. Pourquoi il n'y a pas de marque qui est venue apporter un twist, améliorer la formule, enlever cette odeur d'alcool ou cet aspect hyper asséchant. On le voit d'ailleurs avec un usage hyper forcé et inhabituel dans les hôpitaux où toutes les infirmiers, les infirmières et les aides-soignants ont les mains hyper asséchées. Nous, on n'a jamais eu ce cas-là parce qu'on a rajouté de l'aloe vera, de la glycérine pour hydrater. Et donc du coup on a dit, c'était à l'époque un peu des Michel Augustin, enfin c'était à l'époque beaucoup même, tu vois, des marques qui osaient innover sur du produit physique et pas uniquement start-up et tech. Et on s'est dit pourquoi pas s'inspirer de Ben & Jerry, Innocent, Michel Augustin en cassant le produit. Il faut le changer en fait, il faut prendre ton mix marketing à l'ancienne et de se dire faut changer le produit, il faut qu'il y ait quelque chose de visuellement différent, et ensuite changer tout le reste, la com, le prix, le marketing, la distribution, essayer de mettre de l'innovation partout, et tout ça marche évidemment si tu as un produit qui est bon et où il y a de la rétention. Donc nous c'est beaucoup d'efforts sur le produit, et après on se marre avec la distribution, avec et l'image, ouais. Ok. Et du coup les valeurs que vous mettez en place il y a 5 ans, la plateforme c'est quoi? Elle a beaucoup évolué, et moi j'adore les plateformes de marque. Pendant longtemps on n'en avait pas, c'était très induit et naturel. Pendant, je pense, 2 ans, plus de 2 ans, on n'avait pas un brand book très bien établi, tu vois, avec ce qui définissait Merci Handy. Et on a fait cet exercice il y a un peu plus d'1 an et demi, et ça nous a beaucoup aidé.
En interne ou vous vous êtes fait accompagner? Alors, on fait beaucoup de choses en interne. Merci Andy, notre spécialité, c'est, tu vois, dans nos bureaux à Paris, on a un studio photo, on a en interne 2 designers, une photographe, quelqu'un qui fait des vidéos, tout le social media et l'acquisition. Voilà. Par contre, on aime bien pendant des moments se faire aider pour faire pas au day to day parce que ça, on aime bien le gérer pour comprendre, mais très souvent, on va voir des agences pour dire aidez-nous sur cette problématique-là. Et là, la Brain Platform, moi, j'avais besoin d'aide, l'équipe, elle avait besoin d'aide. Et aujourd'hui, on a établi toute une plateforme de marque autour de l'arc-en-ciel qui signifie plein de choses pour nous. C'est déjà spirituellement, je trouve que l'arc-en-ciel, il a beaucoup de poésie. C'est entre la pluie et le beau temps. Tu vois, alors que dans la beauté ou dans la mode ou dans la cosmétique, on parle souvent de t'es belle, t'es beau et t'as de l'argent. Enfin, tu vois, et nous, on voulait justement amener cet arc-en-ciel qui est le passage d'émotions entre les deux. Il n'y a pas que des bons moments dans la vie. Et on a établi nos valeurs qui sont hyper strictes aussi. C'est le côté abordable, c'est hyper important. On sait qu'il y a certains produits où il y a des premiums où il faut être prêt à payer 20, 30, voire 40% plus cher qu'un produit que tu trouves en grande distribution. Et ça peut s'expliquer par les ingrédients, la naturalité et plein d'autres choses. Le côté, on les a écrits en anglais, donc je les cite en anglais, on va essayer de les traduire. Vas-y. C'est careful, tu vois, le côté bienveillant. On a le mot merci dans notre nom de marque. Et justement, la bienveillance, elle est hyper importante. Ça veut dire... quand il y a un livreur frichti qui t'amène ta nourriture, bah t'es bienveillant avec lui. Là, moi, tu vois, je suis au bureau confiné, j'offre à chaque livreur qui vient un gel parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Les mecs prennent plein de risques pour que nous, on continue à faire nos petites activités. Donc vraiment, cette bienveillance, évidemment B2C, mais qui est maintenant par le le service client hyper intéressante, mais aussi par tout l'écosystème, nos entrepôts, nos fabricants, nos logisticiens, voilà. Très important. La surprise, c'est la troisième valeur de Merci Andy, c'est comment on arrive à créer la surprise en fait à chacun des points de contact avec la marque. Et j'ai regardé quand même la définition de la surprise avant de le dire. C'est une émotion qui est inattendue. Voilà, donc c'est pas forcément rigolo ou triste ou de la joie ou une émotion inattendue. Voilà, une émotion inattendue et c'est ce que j'aime moi. C'est-à-dire que quand on vient en rendez-vous devant un acheteur aux US, en fait, comment on va le faire sourire, comment on va lui provoquer quelque chose qu'il attendait pas. Un exemple hyper simple, sur nos cartes de visite, on a tous une photo de nous quand on était enfant. Moi, j'ai des baskets qu'un copain m'a personnalisées avec des arcs-en-ciel, merci Andy. Voilà, c'est ces petites choses qui sont hyper faciles à mettre en place et qui vont provoquer des émotions. Évidemment, d'un point de vue plus conso, ça va être nos produits, l'expérience unboxing sur le web, le message des cookies qui apparaît. Voilà, c'est tout ça. Je continue parce que j'en ai 5. Désolé, c'est un peu long. Vas-y. C'est l'honnêteté, l'authenticité. C'est hyper basique maintenant pour les nouvelles marques, mais il y a 5 ans, quand on a commencé, l'authenticité, elle n'était pas aussi mise en avant qu'aujourd'hui. Mais voilà, on a fait plein d'erreurs. Et j'en citerai peut-être pendant ce podcast. Il y a des choses qu'on a fait qui étaient pas bons, des produits qui étaient pas stables, qui pouvaient. On est allé trop vite dans le développement, c'était trop cher. Ces produits-là, un produit pas stable, ça veut dire qu'ils se. Ouais, ils se décomposent. Il y a trop de naturalité. T'as pas voulu mettre des conservateurs, donc en fait, il tient que 2 mois. Puis après, le produit, il stagne. Enfin, il peut se passer plein de choses. On a lancé un dentifrice il y a 4 ans. On est allé hyper vite. C'était une erreur. Tu vois, il tenait que 6 mois. On en a pas fait beaucoup, heureusement. Mais et voilà. Et c'est important aujourd'hui d'avoir cette honnêteté. Et les gens pardonnent en fait quand t'es honnête. Il faut pas se cacher derrière, tu vois, et le sujet qu'on a évoqué, cosmétique biocide, si t'expliques pourquoi et que t'es transparent, personne t'en voudra. Par contre, si t'essayes de te planquer, de couper ton service après-vente et de fermer ton Twitter, bah là, ça marche pas. Et le dernier, c'est demanding, donc hyper exigeant avec nous-mêmes. Avec l'équipe, c'est trop cool, il y a une super ambiance, on fait des TikTok au bureau, il y a des skateboards, des licornes, des arcs-en-ciel, mais ouais, ça charbonne parce que je trouve que c'est pas sérieux d'aller voir des grands noms de la distribution ou d'avoir ton e-commerce et tu vois, et de mettre 4 jours à répondre à un email, c'est pas possible. Donc on se met des vrais KPI et on a encore plein de choses où on doit progresser, mais on est hyper exigeant parce que sinon tu peux pas grandir en fait. Ok, voilà. Ok, intéressant.
Et donc, vous identifiez ce marché, ou en tout cas cette verticale. Comment est-ce qu'on fait le premier produit? Hyper dur. Dans la cosmétique, c'est vraiment difficile. Et j'ai écouté Pandati qui expliquait dans le thé qui a fait un podcast avec toi sur le contenu et le contenant. Dans la cosmétique, c'est pas forcément la même chose. C'est juste que en fait, c'est des produits qui nécessitent des process industriels où le temps de régler les machines, de sourcer les ingrédients, le temps humain, en fait, les personnes te l'amortissent si tu fais pas des volumes. Parce que il y a de la pesée, il y a l'achat des ingrédients, le sourcing, le mélange, faut laisser reposer, faut remplir. Voilà, tout ça, il y a beaucoup de tests en amont avant de lancer qui sont aussi à un coût fixe hyper important. Tu as des tests cutanés, tu as des tests de stabilité, tu as des tests entre l'interaction qu'il peut y avoir entre ton pack et ton produit. Donc finalement, tu as beaucoup de coûts fixes. Si tu fais pas beaucoup de volume, et c'est du minimum, tu vois, 10 000, 15 000 pièces, c'est compliqué en fait d'être un tout petit peu compétitif. Et nous, ça coûte combien ce premier produit avant de le mettre en vente? Ouais. Ah ça, notre coût à nous? Non, mais en fait, combien ça t'a coûté de lancer ce premier produit? Je parle des tests, des allers-retours, Aujourd'hui, tu vois, nous, quand un frais de développement minimum, c'est si on veut faire quelque chose de sérieux, c'est minimum 20-30 000 euros, tu vois. Okay. Parce qu'on fait plein de tests, chaque claim qu'on écrit, elle est testée sur l'aspect vegan, parce qu'on est une marque vegan, sur l'hydratation, sur le fait de tester dermatologiquement. Enfin voilà. Donc après, tu trouves par exemple, quand tu déclines sur plusieurs parfums, il y a des tests que tu peux regrouper en expliquant que avec des toxicologues que le parfum vient pas changer la science du produit. Mais tu vois, c'est quand même un coût qui est difficile en coût fixe quand tu montes ta boîte et que tu veux lancer 2-3 gammes. Donc, l'idée, c'est de quand même trouver un fabricant qui va t'aider à financer ça, qui va croire en toi. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nos fabricants sur le gel, mais on a plein d'autres produits. On a lancé des déos, des crèmes pour les mains, une gamme justement pour d'oral care pour la bouche. C'est des vrais partenaires en fait, et je les considère pas comme des sous-traitants. Je déteste ce mot, je trouve que c'est méprisant pour eux. C'est des vrais partenaires qui nous aident nous, on a beaucoup d'imagination, on est au contact avec nos clients, mais juste à industrialiser la chose. C'est une évidence, je fais une parenthèse là-dessus, mais le terme sous-traitant qui n'a rien de, qui est pas valorisant, qui sert à rien. Chez Cosa Vostra, on a exactement la même approche. On est ensemble dans le même bateau. Personne n'a envie de se planter. Et on est tous là pour réussir au mieux et pour bosser, pour avancer ensemble. Quand on rame, je suis tout à fait d'accord. On est partenaires et pas. Et même sur la logistique, tu vois, c'est un métier, c'est dur, quoi. Le e-commerce, on voit l'aspect cool, c'est en start-up, tu touches pas aux produits, je te parle même pas du dropshipping, mais juste sur des e-commerce. Nous, notre entrepôt, il est évidemment en France à 1h30 de Paris. Les mecs, là, ils bossent comme des tarés, sans parler du Covid et de toutes les règles de sécurité qui font qu'on va moins vite et tout, mais ouais, un e-commerce, c'est des vrais mecs derrière qui mettent dans des boîtes, qui ferment les boîtes, qui scotchent, qui collent une étiquette, qui préparent. Et ça, c'est hors de question de les appeler sous-traitants, quoi. C'est des partenaires qui font que notre boîte tourne. J'ai reçu plusieurs personnes dans les cosmétiques où il y en a qui devraient passer d'ici peu. Il y a Joe qui est dans cosmétique, c'est-à-dire Joe c'est hygiène, JHO qui fait des tampons et serviettes bio, Respire sur les déos. J'ai une question que je me pose, mais quand tu vas chercher des formules, enfin déjà des laboratoires et ensuite des formules, tu fais des tests, tu n'inventes pas grand-chose, t'inventes ta recette elle t'est propre, mais en utilisant des ingrédients ou des recettes qui existent déjà, c'est ça? Bien sûr, nous, on travaille avec des super. En fait, tu as deux choses. Tu as vraiment la formule qui est fait par des gens dont c'est le métier, qui sont formulateurs, formulatrices, qui vont être sur la paillasse, c'est comme ça, et on les visite toutes avant de lancer un brief. Et ils ont une base de 500, 1000, 2000 ingrédients, et ils vont tester ce que tu as mis dans le brief. Et en fonction des marques, tu vas avoir des briefs différents. Nous, nos briefs, ils hallucinent, les fournisseurs. On a des gens qui viennent de chez L'Oréal, d'autres groupes cosmétiques, de Clarins, qui m'ont appris, moi aussi, mais en n'ayant jamais bossé dans la cosmétique, je me suis dit, qu'est-ce que je peux donner comme info à un scientifique dont c'est le métier, qui connaît les ingrédients, qui va connaître ce qui va se passer entre les autres, et moi, qui connais mon consommateur, ce que j'ai envie de ma marque comme expérience, comme utilisateur, avec toutes les contraintes écologiques, environnementales.
qui nous parlent. Le vegan. Et avec en plus des licornes et des arcs-en-ciel. Avec des licornes et des arcs-en-ciel. Et de tout ça, en fait, c'est vraiment un travail qui est collaboratif. Tu crées ta formule. Maintenant, il y a plein de sujets sur oui, ils ont pris une formule catalogue. Ok, bah nous, ça nous est arrivé quelques fois, et c'est des produits qu'on a plus au catalogue sur des éditions limitées parce que finalement on a un produit qui devait sortir et il n'est pas sorti parce qu'il n'était pas stable ou il était trop cher ou on n'a pas trouvé de pack. Du coup, on a dit qu'est-ce que vous avez comme catalogue, et tu peux toujours. Je sais qu'il y a des marques qui font le buzz, qui ont ce sujet-là. Nous, c'est pas notre vision de faire, mais c'est complètement légitime. Les fabricants font des formules catalogues eux-mêmes, ont un pôle innovation, tous ces fabricants cosmétiques, donc après ils le proposent aux marques. Voilà, nous. Ouais, bien sûr, évident. Et tu te fais des journées d'innovation en regardant les nouvelles textures, et ensuite tu l'adaptes à ton produit. Combien de temps entre l'idée et le premier produit disponible à vendre ? C'est marrant parce que plus on grandit, plus on allonge ses temps. Il y a quelques il y a quelques années, nous on se vantait de dire 6 mois, mais c'est pas possible. C'est pas possible, et tu fais des erreurs si tu fais en 6 mois. Je sais pas, une crème pour les mains, ou alors tu as acheté une formule basique, tu l'as mis dans un bac basique, et voilà. Nous aujourd'hui, tu vois, on aime bien avoir 12 mois. Je te parle entre le moment où on a vraiment une idée à 70% précise et le produit où il arrive dans notre entrepôt. Parce que il y a des tests, il faut sourcer les ingrédients, vérifier la naturalité, la stabilité des parfums, de la couleur que tu veux donner, de l'expérience, de la texture, essayer d'avoir un pack le plus clean possible, à la fois sur du 100% recyclable, nous c'est évidemment la base, mais aussi aujourd'hui on regarde le recyclé. On a un gel à aujourd'hui 25% de plastique recyclé, mais on a envie de le passer à 100%. Mais aujourd'hui, si on ne le fait pas, c'est que le plastique qu'on teste à 100% recyclé, il y a une interaction avec la formule. Ça relâche des choses, et ça peut relâcher des métaux, ça peut relâcher plein de choses. Donc du coup, tu vois, c'est un vrai sujet technique, mais qui est passionnant. Donc, entre 6 mois, 6 mois, c'est compliqué. 1 an, c'est honnête. 12 mois, mais tu vas dans les grands groupes, c'est beaucoup plus que ça, parce ils sont soumis à d'autres procédures de validation, pas sur la qualité, mais plutôt sur l'aspect marketing. Enfin, pour avoir échangé avec des potes chez L'Oréal, ça peut être plus long encore, tu vois, par exemple. Ok, entendu. Intéressant. Et du coup, vous lancez il y a 5 ans. Je fais une je fais une avance rapide. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu me l'as dit, ou je l'ai dit en intro, une 30aine d'employés, 26 à Paris, 3 aux États-Unis. Vous avez levé 3 millions d'euros, alors que vous étiez déjà rentable, c'est ça, il y a 2 ans? Exactement. Alors, on n'était pas nombreux, et il y a une grosse étape dans notre histoire sur l'accélération de notre activité. Ça a été le lancement chez Sephora en Europe. On a tout de suite créé une marque, même s'il y a le mot merci en français. Nous, l'export, au-delà des chiffres, savoir que une nana au Portugal, en Corée ou au fin fond du Midwest aujourd'hui utilise ma même formule, moi ça me fait kiffer. Je sais pas si c'est parce que je suis un ancien conquérant à l'époque, mais je trouve que l'export, et de dire que tu as un produit que parfois t'adaptes ou pas d'ailleurs et que t'arrives à vendre à différentes cultures, je trouve ça super excitant. Donc l'export, il a été très très important pour nous. Et donc la levée, elle s'est faite pour cette raison-là. Il y a ce sujet export où on avait beaucoup de demandes de pays justement hors France, donc ça nécessitait de recruter des gens qui connaissent les marchés et qui maîtrisent un peu d'export. Et ensuite, ça a été pour justement diversifier notre catalogue et créer des nouveaux produits. Et ça, voilà, 20 000, tu vois, les frais de développement, le minimum à chaque fois de commande, t'as besoin d'un peu de sous. Ok, entendu. Donc cette levée, et surtout aujourd'hui une boutique qui est pleine de produits. Que tu peux nous refaire un peu l'historique. Alors pas des produits, mais plutôt comme le choix des produits et des nouveaux produits que vous avez lancés. Aujourd'hui, vous avez 5 grandes familles de produits, c'est ça ?
Exactement. En gros, nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai pas d'idées qui viennent de moi, en fait. Tu vois, j'ai jamais, en dormant la nuit, ah tiens, on va faire un gel pour les mains et tout. On va faire du C'est shampoing. toujours, c'est toujours c'est une expression un peu old school, mais le travail en chambre et dans des salles de réunion où, voilà, je pense que le monde, il est plus du tout fait comme ça. Nous, ce qu'on va regarder, c'est les remontées de notre consommateur, les opportunités retail qu'on peut avoir en termes d'espace ou en discutant aussi avec les acheteurs qui sont des experts du secteur. C'est les trends. Quand tu regardes des Google Trends, ce qui se passe sur notre Insta, nous, on pose la question. Au moins une fois tous les 2 mois sur Insta, tu as un post où on dit, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez comme produit? Mettez la langue si vous voulez emoji langue si vous voulez un dentifrice, emoji savon si vous voulez du savon. Enfin, c'est véridique. Et derrière, on a 3000 commentaires, on fait un extract et on travaille un peu la data. Et c'est comme ça qu'on crée notre produit. Évidemment qu'on a une vision, évidemment, on sait où on veut aller, mais les étapes pour y arriver, on l'a construit avec notre communauté. Donc aujourd'hui, on a une catégorie pour les mains avec nos gels, évidemment, les crèmes pour les mains, et on lance bientôt un nouveau produit sur cette catégorie-là et qu'on a accéléré par rapport à l'actualité. On a une catégorie pour le corps avec nos déodorants. On a une catégorie pour la bouche où on a 2 produits naturels qu'on a lancés en janvier, un dentifrice et une cure pour se blanchir les dents avec de l'huile de coco et du charbon végétal qui s'appelle le Smile Detox. Et là, Ça existe, on a revisité un produit ayurvédique qui est issu de l'Ayurveda. C'est un bain de bouche que tu dois garder entre 5 à 10 minutes. Donc l'expérience est pas est assez Coco complexe, et charbon, je suis sur le produit, un mais Smile Detox. l'efficacité, voilà, l'efficacité est assez remarquable pour le prix. On a des super avis et c'est comme ça qu'on le vend. Et en fait, ça vient l'huile plus le charbon viennent enlever toutes les impuretés que tu as entre les dents. Et sur nous, on recommande un usage de 14 jours. Tu as en fait une efficacité. Enfin, tu as des vraies différences de teinte avec en plus une pointe de bicarbonate de soude qui est hyper réputée justement pour son action blanchissante. Donc voilà, tu vois, voilà le type de produit sur lequel on va. Et là, on est en plein dedans. Et donc là, au moment où on parle, on est en avril, quasiment mai 2020. On devait lancer au tout début du mois une gamme pour le visage. Et on l'a décalé à justement mai. Donc on lance toute une routine de face care. Donc vraiment, on va sur D'accord, parce qu'il y a déjà une catégorie visage. Ouais, il y a une catégorie visage avec des produits. On a un papier matifiant, c'est plutôt un produit de sac à main où tu nettoies. En fait, c'est un papier, c'est du chanvre et ça vient absorber le sébum, pardon, que tu as sur ta peau. Le sébum, ouais. Exactement pour avoir un côté justement matifiant et pas briller. Okay. Mais là, on a développé 4 produits qui est une vraie routine pour se nettoyer le visage avec 2 ingrédients magiques qui sont le chanvre et l'aloe vera. Ok, c'est facile de travailler avec le chanvre et surtout d'en faire la communication? C'est facile de travailler avec le chanvre, non, parce que beaucoup de gens en veulent et il faut trouver du bon chanvre. Nous, on a trouvé un chanvre qui vient de Bretagne avec les graines de chanvre qui sont vraiment, on a des super fournisseurs sur l'ingrédient et sur la communication. Écoute, on a notre produit le content qu'on a produit, il est canon. Je suis super fier. On a des vidéos, on s'est baladé, on a monté, on a eu des super modèles qui sont venus pour shooter tout ça. On est hyper content. Maintenant, l'activation de ce contenu, j'ai peur et j'ai l'impression qu'on a fait quelques erreurs parce que ouais, hein, aujourd'hui, est-ce que tu as le droit de mettre on aurait dû être meilleur un peu sur savoir ce qu'on peut faire ou pas faire avec une photo de cannabis en fait, même si c'est d'une feuille en plastique évidemment. En tout cas, on sera hyper clair sur les messages par rapport à la fumette, tu vois. C'est ce qu'on s'est dit dès le départ, on s'est dit qu'on allait utiliser cet ingrédient. On jouera pas du tout sur le double discours et on utilisera vraiment les vertus qui est aujourd'hui totalement légales pour la peau. C'est compliqué, hein. On a travaillé avec Ocaran chez Cosa Vostra qui est sur ces sujets, et même nous, tu vois, Mathieu, mon associé qui anime le podcast Génération Do It Yourself,
anime aussi un podcast qui s'appelle La Martingale, qui traite de la finance, qui dépoussière un peu la finance personnelle. Il y a eu un épisode sur le Bitcoin, on s'est fait bloquer de toutes les plateformes, mais même sans achat média, tu vois, juste parce que il y avait Bitcoin et que c'était, je sais pas, c'était il y a un an peut-être et que il fallait pas en parler. Il y a des mots clés comme ça où tu peux pas battre la machine, et il faut passer par ou alors il faut avoir des interlocuteurs humains pour être sûr que ton acquisition, ton paid puisse marcher, quoi. Exactement. On testera. En tout cas, aux États-Unis, ils ont l'air d'être beaucoup plus souples, et je connais bien Lord Ocaran, que je salue et que j'embrasse d'ailleurs. Je l'apprécie beaucoup. Tu vois, il y a aussi le sujet par pays. Nous, on est vendu, on a 6 e-shops aujourd'hui. On applique. Je sais que les visuels vont changer, quoi. Tu vois. Ok. D'un pays à l'autre. Ton plus gros challenge aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Mon plus gros challenge aujourd'hui, hors Covid, évidemment. Hors Covid, non. Mon plus gros challenge, il a été de lancer cette catégorie skincare. Voilà, on parle de produits que tu te mets sur le visage, qui vont venir remplacer des produits que les gens ont l'habitude. Il y a une énorme fidélité sur ces produits-là, donc on sait que le marché, il est assez énorme par rapport à la taille alors hors Covid encore, par rapport à la taille, par exemple, du gel pour les mains ou de la crème pour les mains. Mais c'est là où nos consommateurs nous attendaient, donc c'est pour ça qu'on l'a développé. Après, aujourd'hui, le challenge, il est de saisir les bonnes opportunités et pas de se cramer. On est hyper contacté par plein de gens dans plein de pays. T'as envie d'aller partout, mais comme on veut faire les choses bien, on sait qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc, c'est de faire le choix dans les pays et dans le développement qui sont le plus efficaces pour Merci Andy. Cool, on y vient dans une seconde, justement. Dans ces 5 années, est-ce qu'il y a eu des erreurs, des plantages ou des gamelles sur lesquelles on peut revenir? Plein, il y en a eu plein. Qu'est-ce qu'on apprend de mieux? Il y a eu des moments difficiles, tu vois. Je pense que déjà pendant les 2-3 premières années avec Roland, et je parle plutôt en mon nom pour lui peut parler à son nom, mais on n'était pas forcément les meilleurs managers. On avait 22 ans quand on a créé Merci Andy, 23 pardon. Tu vois, c'est difficile, quoi. Tu montes une boîte, on s'est retrouvé rapidement à 10-12 personnes, c'est ton bébé, tu délègues pas bien. Enfin, je pense que nos premiers salariés, et on a encore 2 personnes qui sont là depuis le départ aujourd'hui. Sur les 30. Sur les 30, ouais. Enfin, sur les 10, on va dire, qui a constitué la vraie team. Donc, c'est quand même une bonne data, tu vois. On a quelqu'un qui est là depuis quasiment 4 ans et demi, même 5 ans maintenant. Donc, tu vois, ils nous ont voulu, et moi, j'adore aller prendre une bière avec, et c'est Antoine en l'occurrence, et je pense qu'il a vu notre évolution, notre maturité. Il y a eu le départ de Roland aussi, qui a été un sujet, parce que Roland a voulu faire autre chose aussi. Et puis, on a recruté un Pourquoi il est parti, Roland? Roland, il est parti pour plusieurs raisons. Quand tu montes une boîte à 2, c'est un peu papa-maman, et nos scopes étaient pas forcément toujours bien établis. On est hyper complémentaires, et c'est ce qui a fait, je pense, qu'on est monté rapidement en termes de chiffres, et qu'on a réussi pendant 2 ans et demi à monter une boîte, recruter 10 personnes sans avoir levé 1 euro. On a mis 3 000 euros chacun dans la boîte, et c'est tout. Voilà. Génial. Après, quand on a structuré, quand on a recruté des gens, c'était plus difficile entre nous de se dispatcher, et je pense qu'il avait envie de faire autre chose. Tu vois, aujourd'hui, il lance un projet dans la finance avec quelqu'un de ma famille en plus, donc on est en très bons termes. Mais voilà, c'était plus, on avait des aspirations différentes. Moi, Merci Andy, je le vis et alors je le bois pas parce qu'il faut pas le boire, mais je le mange tous les jours, on va dire. Et voilà, et ça me passionne. Et surtout, j'ai recruté on a un comité de direction ici au bureau. On a 4 personnes et ils font partie de la team comme tout le monde. On a très peu de hiérarchie. On fait le maximum à plat et tout le monde est à 200%, donc c'est chouette. Il y a quand même plusieurs niveaux de seniorité. 2. En fait, de seniorité, on a ce fameux comité de direction, tu vois, et après ils ont leurs équipes. Et c'est okay. Et voilà. Mais moi, tu vois, je suis sur une table avec l'équipe commerciale et l'équipe produit parce que c'est ce qui me passionne. Mais il y a le studio qui crée tout notre contenu. On a le e-commerce. C'est un grand open space. J'ai pas un bureau fermé à double clé, à double tour, pardon, au bureau, quoi. Je pense être quelqu'un de méga opérationnel.
Genre, j'aime les opérations, ça me passionne. Je suis assez proche de ça moi aussi personnellement, et puis chez Cosa Nostra on vient de faire une belle mission d'orga, on a passé la barre des 50, on sera à 100 dans pas longtemps, mais il y a cette question du management et du reporting qui est pas toujours évidente, mais on aime bien les organisations plates, agiles et surtout très flexibles quoi. Exactement. D'un projet à l'autre, ou d'un client à l'autre, ou même d'une BU à l'autre, on peut se réadapter, se réorganiser assez facilement. C'est exactement ça. Après, c'est vrai que si tu veux, tu vois, en étant très à plat, moi, à un moment, j'avais 13 personnes en direct, même 14. Ok, tu peux faire une boîte à 4-5 millions, mais si tu veux aller chercher 50, 100 ou 500 millions de chiffre d'affaires, c'est plus possible. Tu es quand même obligé de déléguer et de structurer. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire pour aller chercher du lourd, on va dire, mais je suis carrément d'accord avec toi. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien juste aborder maintenant ta distribution. Vous distribuez en D2C, en direct to consumer depuis le site. Je crois qu'il y a même plusieurs sites. Vous êtes en offline. J'aimerais bien comprendre un peu ton modèle. Alors déjà, moi, je suis fan du omnicanal, multi-channel, omnicanal, on l'appelle comme on veut. Et je pense complètement qu'une marque, en fait, elle a le droit d'être partout. Et je trouve ça beaucoup moins risqué, et en période de Covid encore plus, parce qu'on voit que nous, si on n'avait pas notre e-shop, ça aurait été méga complexe. Mais de base, j'ai toujours voulu avoir une marque omnicanal. Juste, ce qui est hyper important, c'est de pas faire la même chose aux mêmes endroits, et qu'une personne qui vient sur ton site, elle n'a pas envie de trouver forcément la même chose quand elle va chez Monop, ou sur Amazon, ou dans ta boutique, ou dans une chaîne d'hôtels qui te revend. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est complexe parce que ça veut dire plus de formats, plus de produits potentiellement, donc moins d'économie d'échelle, entre guillemets. Mais nous, on essaye vraiment, par point de contact, d'amener une expérience différente. Tu vas pas forcément retrouver les mêmes offres, les mêmes produits, les mêmes parfums chez Sephora que sur notre site, ou que dans une salle de sport où on est revendu, par exemple. Et ça, c'est hyper important. Notre chiffre d'affaires, il est très variable en fonction des saisons, mais on va dire sur une année globale, il était 80-20, plutôt 80 offline et 20% offline. Mais ça change. Online. Attends, Pardon. 80 en wholesale et 20% sur le site, c'est ça? Exactement, pardon. Et Okay. si j'ai dit l'inverse, je m'excuse. 80% en retail et 20% sur notre site. Bon, il s'avère que depuis le début de l'année, la proportion est complètement inversée. Et qu'aux US, on est presque à 90% online. Et parce que à cause du Covid ou parce que le marché change? Les deux. Le marché change. Les gens ont peut-être un peu plus peur de sortir mais sur les 2 premiers mois avant mars, sur les 2 premiers mois, on a lancé toute cette gamme oral care justement en exclu sur notre site, et donc du coup tu vois, apporter une exclusivité sur ton site quand tu as une base de followers, de clients, bah ça donne une excuse, et nous c'est nos chouchous, c'est pour ça qu'on lance souvent sur notre site, souvent sous forme d'avant-première ou d'exclusivité. Et du coup, c'est pour ça qu'en janvier, on a fait beaucoup de chiffres sur le web. Ok. Et tout ça pour te dire que nous, ça a été notre strat, et du coup, on peut dire oui, mais vous êtes dépendant d'eux, alors que online. Mais en fait, online, t'es dépendant de ta logistique qui tourne, t'es dépendant de ton coût d'acquisition, et puis Facebook ou d'Insta en fait, il y a un moment, tu seras toujours dépendant de quelqu'un, et c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste, si cette dépendance, elle devient trop complexe ou pas assez saine pour ton business, il faut que tu puisses avoir le moyen de te retourner. Et nous, on est passé tu vois, aux US de 4 commandes par jour sur notre e-shop à fin de l'année, à aujourd'hui, on en fait 400. Et on a mis les opérations dès le départ pour être capable de scaler là-bas et de grandir là-bas. Et ça, c'est hyper important. Je veux bien que qu'on creuse un peu ce point-là. Comment tu passes de 4 à 400? Tu m'as dit 4 à 400, hein, j'ai pas rêvé. Par jour. En ce moment, il y a ce côté sanitizer évidemment aux US qui est gros. Il y a le côté il s'est passé plein de choses. On a fait une campagne marketing avec une box qui s'appelle Ipsy, qui est du sampling en fait. C'est une box beauté où chaque mois toutes les nanas, je me permets de dire nana, et c'est pas du tout sexiste, hein, mais sur 3 millions d'abonnés qu'ils ont 2,9 millions de femmes. Donc je pense que là
le mot femme peut prendre la majorité sur l'homme pour une fois, ça fait pas de mal. Du coup, oui, on a fait cette campagne, ça a été un gros succès, un accélérateur. On n'a pas échantillonné dans 2,9 millions de box, mais une grosse partie. Et voilà, il y a ça. Moi, aux US, j'ai pas voulu prendre j'ai trouvé un logisticien c'est hyper important, qui était capable j'étais capable de justement grandir et de scaler mes ventes, tu vois. Et au début, j'ai des investisseurs ou même des gens de l'équipe qui m'ont dit attends, mais il est trop oversize pour nous, faut qu'on prenne. En fait, je savais que les US pouvaient exploser. Super, il faut prévoir la suite. C'est un enseignement qu'on a eu avec un autre invité du panier sur justement ne pas choisir des prestataires en fonction des coûts les plus bas quand tu te lances, mais bien être sûr d'avoir les prestataires qui sont capables de suivre si jamais tu réussis. Exactement. Et je rajoute juste un truc là-dessus. Moi, où j'ai beaucoup challengé, ça a été sur les coûts fixes, parce que j'ai pas mis beaucoup d'argent dans la filiale US. On a mis de quoi avoir une petite équipe au départ, se payer un petit bureau à New York dans un coworking et constituer un stock de produits qu'on achète à notre filiale, à notre maison mère en France. Mais du coup, mes coûts fixes, je fais hyper attention. Et ça a été ça dans le choix de mon partenaire. Ça a été de dire, OK, en fait, peut-être que sur le variable, il va être un peu plus cher que les autres. Ça veut dire que le prix de la préparation de colis ou le prix de l'envoi va être 5-10% plus cher qu'un autre logisticien. Mais je savais que si pendant 4-5 mois, je faisais pas de vente, que j'allais pas avoir $4,000 de coûts fixes à payer par mois. Et cette data, elle est hyper importante, tu vois. Et après, une fois que tu fais du volume, bah, tu renégocies tes coûts variables. Mais c'est hyper important au départ de regarder ça. Ok. Je creuse encore un peu, du coup, ouvrir une filiale à New York, ça te coûte combien? C'est cher, les salaires. Écoute, même si t'es en coworking. Moi, je suis un mec hyper curieux. Mais enfin, j'ai plein de défauts, et si tu veux, je peux te les citer, mais le podcast va être trop court. On fera ça une fois. sur un autre podcast. Je suis super curieux. Du coup, j'adore parler avec des gens, rencontrer. Je réponds à tous mes messages sur LinkedIn, par email, enfin au maximum, pour justement, pas par opportunité, mais juste j'aime savoir ce que font les gens dans la vie et apprendre, et je m'enrichis beaucoup des autres. Mais il y a un truc que j'ai réussi à faire, c'est un moment de faire le tri dans tout ça, et justement d'être moi j'appelle ça la technique du bleu. Ça veut dire un peu du mec un peu stupide. T'oublies, tu vois, t'y vas toi, tu fais ton expérience, et puis quand t'as besoin des conseils des autres que t'as écoutés, tu les actives à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai fait aux US. Quand t'écoutes aujourd'hui enfin, j'ai l'exemple des US, mais j'en ai un autre par lequel on peut commencer, c'est l'exemple de la distribution. Moi, quand je suis sorti d'école à Paris, tout le monde te dit ouais, la grande distribution, on te met dans une salle, on te fait patienter pendant 6 heures, il fait 47 degrés et on ne donne pas d'eau, et puis finalement le meeting il dure 6 minutes. J'exagère évidemment un peu, mais c'est pas vrai, tu vois. Nous on l'a entendu. Ouais, on l'a entendu, des choses que c'était dur, qui te tapaient dessus, tous les ans ils te baissaient les prix. C'est pas vrai en fait. Quand t'es sympa avec les gens et que tu fais bien ton travail, et que ta marque performe évidemment, et que t'es concerné par leur activité. Moi, j'ai jamais vécu une mauvaise expérience en rendez-vous retail. Et aux US, bah pareil. Je suis allé à New York, je me suis payé un mini studio à New York. Je me suis retrouvé dans un coworking tout seul pendant 8 mois. J'avais pas de team, et c'était extraordinaire. Tu vois, j'ai abandonné ma team à Paris là-bas pour essayer de reconstruire la même chose. Et du coup, je me suis fait mes idées tout seul. Aujourd'hui, nous, je peux communiquer dessus. On a mis $100,000 au départ sur un compte Bank of America que j'ai ouvert en bas du bureau sur la 6e. Et avec ça, on a construit une équipe. On s'est dit tout de suite, on veut faire du chiffre. Tout de suite. C'est local, hein, on est d'accord. Local, ouais, bien sûr. Alors pour le coup, il y a t'as pas eu à payer de visa, je veux dire. Non, si, moi j'ai eu mon visa. J'ai eu mon visa, mais ouais, j'ai un visa E2 investisseur. Alors j'ai eu de la chance parce qu'ils l'ont rétréci à 2 ans, et moi j'ai eu 5 juste avant. Donc c'est le maximum du visa E2. Mais bon, là de toute manière, je peux plus y aller pendant un petit moment, je crois. Mais ouais, c'est voilà. Donc tout de suite drivé par la logique chiffre d'affaires. Et c'est hyper important. Je voulais pas lever, faire un seed, mettre 2 millions aux US et me dire on va cramer pour créer. Non, j'avais une logique
chiffre d'affaires et pas dépenser trop d'argent, hyper attention aux coûts fixes, pas s'enflammer. Et pour le moment, c'est plutôt un pari gagnant parce que l'équipe, elle grandit, le chiffre, il est multiplié pour le moment par 8 versus 2019. Et tu vois, on va recruter 2 nouvelles personnes, des Américains, parce qu'il nous faut. On a un Portugais mais qui vit à New York depuis 10 ans. On a une Américaine qui est à Atlanta et on a Julien qui est français mais qui est là-bas depuis longtemps aussi. Depuis, tu vois, qui vit dans le Wisconsin. Donc, tu vois, c'est en plus hyper éclaté, donc c'est chouette. Je reviens sur la distrib et le mix distrib. Distribution, pardon. T'en as parlé, le sampling, c'est important pour vous. Moi d'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connu. C'était dans une box Frischti. Est-ce que vous le faites toujours? Est-ce que ça a été important dans vos développements? Ça l'est toujours. Maintenant, on essaye de le mesurer. Pour nous, le sampling, c'est quand tu as la possibilité de le faire et que ça reste. Le problème du sampling, pour moi, il y en a un, c'est le côté parfois non environnemental. Donc, on essaye toujours de soit faire on veut pas des miniatures, on évite au max. On a fait une fois un sachet, on n'en fait vraiment pas beaucoup. Donc, on essaye vraiment au maximum de trouver du sampling qui soit responsable. Mais par contre, c'est un super outil de conversion pour nous. Et Frischti, c'est un super partenaire qui, lui, avait un moyen de récompenser ses clients fidèles et il nous les achetait à un prix qui défie toute concurrence, évidemment. Et nous, c'est un moyen de sampler, de toucher des gens. Et on le fait beaucoup sur des cibles où on a du mal et où c'est pas notre priorité de le faire. Tu vois, nous, le milieu Frischti, c'est quand même grosse activité B2B où les gens commandent le midi dans les entreprises, donc ça tourne. Nous, on n'est pas forcément très bon sur ce milieu-là. On est plutôt une marque très B2C, très social media. Donc ça a été un super partenaire et c'est complémentaire, quoi. Et c'est hyper complémentaire. Et aujourd'hui, le sujet, c'est d'essayer de héroïser ça, c'est-à-dire sur une campagne de sampling, comment tu fais pour calculer le ROI et finalement combien de personnes t'as touché, combien de personnes ont été sont convertis à la marque en achetant un produit. Ça, on teste plein de choses. Il y a des outils qui sortent, mais c'est pas forcément les plus pertinents. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Mais t'as 12 ruptures de canal. Comment tu fais pour traquer quelqu'un qui a... Hyper difficile. Enfin, même de manière générale. Tu vois une inflexion de tes ventes, quoi. Exactement. Même quand tu fais du retail, quoi. Enfin, c'est complexe. Nous, quand t'es sur nos e-commerce, on a des datas comme beaucoup de startups et c'est génial. T'as ton CAC et tout. Sur du offline, c'est très 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 complexe. On a très peu de chefs de secteur parce qu'on n'a pas forcément les moyens de se payer 150 mecs pour couvrir la France. On a quand même une personne, surtout sur l'Île-de-France, qui charbonne bien. Mais ouais, c'est un vrai sujet quand tu fais de l'omnicanal d'essayer de mesurer tes investissements marketing. Ok. Sur la grande distrib, donc Sephora et Monoprix, on les a cités, mais il y en a certainement d'autres. Comment ça s'est passé? C'est vous qui êtes allé les chercher? Ils sont venus? Il n'y a pas de règle. Il y en a plein. Il y a des gens qui sont venus nous voir, des très gros. Il y en a d'autres parce qu'ils aiment la marque, ils aiment l'engagement de notre communauté et pas forcément le nombre. Moi, j'entends trop souvent, et moi le premier, tu vois, j'ai dit qu'on avait 400 000 followers sur Instagram, mais ma vraie fierté, elle est pas forcément ici, elle est sur le nombre d'interactions qu'il y a au quotidien avec la marque sur les réseaux sociaux, sur le nombre de commentaires, sur le nombre de likes, sur quand on pose une question en story, le nombre de réponses qu'on a, c'est démesuré. C'est ça qui intéresse, je pense, les retailers, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Et aux États-Unis, en fait, les taux d'engagement sont très mauvais comparé, je trouve, aux marques françaises. Enfin, c'est pas je trouve, tu as des études qui le prouvent. Par contre, ils ont un nombre de followers énorme parce que le marché est plus gros, qui mettent beaucoup de moyens en acquisition, toutes ces startups qui lèvent 10-15 millions ou en seed. Et alors que, tu vois, moi, des retours de retailers et des gros, je te parle pas de la petite chaîne qui a 200 magasins, je te parle de la chaîne qui a des milliers de magasins, ils hallucinent de voir notre taux d'engagement et donc moi, je mets beaucoup ça en avant. Et on se concentre vraiment sur ces KPI-là.
Voilà, parfois on a donc un retailer qui est venu nous voir récemment, c'est Mecca, c'est un super retailer en Australie chez qui on s'est lancé. C'est vraiment des top partenaires et surtout vu la distance où ils sont, on arrive à collaborer avec eux. On n'y est même jamais allé parce qu'on n'a pas trouvé le temps. Mais et puis après il y a eu les feux où on a collecté de l'argent pour la Red Cross Australia. Enfin, il s'est passé plein de choses sur l'Australie et d'autres où c'est nous qui les avons contactés. À l'époque, Sephora, c'est moi qui avais envoyé le premier email. Ouais, je me souviens. C'est un accélérateur dans la croissance ? Oui, Sephora, c'est un accélérateur. Non, en fait, la croissance d'une marque retail, elle est pas du tout comme la croissance. Enfin, ce qu'on observe un peu sur les marques retail, c'est que tu as quand même un escalier. Tu vois, tu signes un nouveau retailer, boum, tu crois. Et sur chaque marche, tu as une croix parce que tu vends plus, parce que tes produits sont bons, tu améliores tes produits. Mais si tu visualises un escalier, tu vois, tu vas voir, voilà, l'escalier, la marche, elle va monter. C'est le sell-out, c'est-à-dire c'est tes performances en retail, ce qui sort des magasins toutes les semaines. Et puis quand tu montes une marche, c'est soit que tu as lancé une grosse catégorie de produits dans tes retailers existants, soit tu as ouvert un pays, soit tu as ouvert un nouveau retailer. Et ça, c'est plutôt le sell-in, c'est-à-dire c'est ton chiffre d'affaires à toi. Et c'est ce que t'achètes ton retailer. Et une fois que tu as compris cette logique, ok, bah en fait, il y a un mois où tu vas peut-être faire plus 40, et ce qui est énorme, et le mois d'après, tu vas peut-être faire que plus 6, mais si t'es à périmètre constant, c'est pas déconnant, tu vois. Ouais, et ton retailer, lui, fait du sell-out, donc lui, il écoule du Exactement. Et ça, c'est si tu as des gens qui font du retail aussi dans tes auditeurs, nous, on se concentre là-dessus, en fait. Stocker des entrepôts et les meubles de Sephora, il faut qu'il y ait du stock parce que c'est beau, c'est visuel, t'as besoin d'avoir plusieurs produits. Mais la vraie performance de ta marque, elle est sur le sell-out et nous, on se concentre que là-dessus. Oui, surtout qu'à 80% de ventes en wholesale, le sell-out est vraiment crucial pour vous. Du coup, ça m'amène à une question que j'ai zappée tout à l'heure, mais le temps de réassort et de réappro sur vos produits, c'est un sujet. Aujourd'hui, c'est la plus grosse difficulté pour nous, c'est de forecaster. Et j'aimerais bien un jour quand même travailler dans une grande boîte pour comprendre comment, je sais pas, LVMH sur son parfum Dior J'adore fait ses forecasts au niveau mondial et quel délai ils prennent. C'est pour moi un vrai sujet. On a beaucoup de travail là-dessus. On a même recruté un acheteur dont c'est le métier de mieux forecaster. C'est complexe parce que tu as plein de problématiques à prendre en compte. Tu as évidemment tes ventes, l'histoire sell-in, sell-out, tu as tes délais de réappro. Nous, en l'occurrence, tu vois, sur le gel, on parle de 3 mois. Parfois, c'est parce qu'il faut sourcer tous les ingrédients. Parfois, c'est plus parce que l'éthanol est en rupture, comme en ce moment. L'éthanol qui est l'alcool, hein, quand on dit qui est l'alcool. C'est ça. Et après, tu as le cash. Tu vois, moi, je pourrais dire aujourd'hui, bah tiens, je vais acheter 10 millions de flacons, comme ça, je me couvre pendant un an. Mais non, nous, nos stocks, ils sont vivants. On n'est pas du tout à flux tendu et aucune marque cosmétique fonctionne à flux tendu. Mais la problématique cash, il y a un moment où elle rentre en compte, tu vois. Et quand tu es acheteur chez Merci Andy ou dans une belle indie brand, t'as pas le même métier que quand tu es acheteur chez LVMH ou chez Unilever, parce que la problématique cash, elle est très importante, parce que à côté tu lances d'autres produits, tu as tes équipes à payer, tu as ta campagne marketing ici, donc c'est tout un art avec ces 3 variables, forecast, appro, cash, de commander les meilleures les quantités, et il y a des paris, tu vois. Nous, on sait qu'aux US on va ouvrir des gros comptes en ce moment parce qu'on est en deal, mais j'ai déjà lancé des gros comptes en distrib. Hein. Ouais, en distrib. Mais même sur le web, parce que l'activité sur le web, elle est très, enfin, elle a grossi pour nous en ce moment. J'ai lancé des productions qui sont faramineuses par rapport à notre taille d'il y a 6 mois. Mais je prends un risque et il y a forcément un moment où je prends un risque. C'est pas encore signé ? Non. Tout n'est pas encore signé. Il y a plein de choses qui sont signées. Il y a des choses, tu vois, on est rentré dans tout le groupe Urban Outfitter en novembre 2019, qui est un super compte pour nous. Mais tu vois, on est passé présent en France, mais c'est ils ont quelques magasins, mais ouais, c'est ok. C'est du lifestyle, vêtements. Ouais. Ils ont des corners beauté, mais encore une fois, ils avaient 1200 magasins. Aujourd'hui, tout est fermé. Donc on a dû switcher sur une logique purement e-commerce au web. On a recruté quelqu'un en customer service pour gérer tout ça. Donc tu vois, on n'est pas en train
d'encaisser les bras croisés. On travaille beaucoup pour essayer de faire les choses le plus proprement possible. Ok. Alors fermons cette section et passons peut-être à l'acquisition parce que je voudrais bien en parler. Alors je dis acquisition, mais en fait c'est l'activation qu'on devrait dire. Chers auditeurs, si vous allez sur les réseaux de Merci Andy, vous allez voir effectivement des paillettes, des arcs-en-ciel, des licornes. C'est assez décalé, c'est très original surtout sur ce domaine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton utilisation des réseaux? Alors je voudrais faire vraiment un focus sur Insta et TikTok, mais peut-être qu'on peut faire le tour aussi, et surtout votre stratégie de contenu peut-être pour commencer. Mais je pense que c'est intéressant. On n'est pas, et en toute humilité, on n'est pas des tueurs de l'acquisition. Les gens que j'ai dans l'équipe, c'est pas des rois de la pub, du gros marketing. Nous, les gens qui sont ici, c'est des gens qui vont savoir créer du contenu, qui vont engager et donner envie. Voilà, c'est des étapes de boîte. Je pense que c'est aussi une culture qui est très forte chez moi. Évidemment, on a Charles qui est au e-commerce et qui fait du retargeting et qui fait de l'acquisition de leads. Mais notre vraie valeur ajoutée aujourd'hui chez Merci Andy, elle est le contenu qu'on va mettre pour faire ça et le contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme j'ai redit tout à l'heure, c'est l'engagement, c'est l'engagement sur 2 réseaux qu'on regarde. C'est évidemment Insta et c'est TikTok maintenant aujourd'hui. Et la stratégie, déjà, elle change beaucoup. On regarde beaucoup l'actualité, on teste beaucoup de choses, on a des tests. On se fait pas de planning éditorial à plus de 2 semaines, parce que il y a trop d'actualité, il peut se passer trop de choses dans le monde pour s'empêcher de réagir. On travaille en général à 2 semaines. Vous n'avez pas du froid quand même que vous planifiez sur l'année ou on a du froid en fait, c'est juste des photos. On a des photos qu'on tourne en studio ici où on se dit tiens, on a du froid, c'est marrant, on n'appelait pas ce terme comme ça. Nous on l'appelait liquid content. Je sais pas. T'as dit quoi? Genre, comment? Attends, c'est un mot qu'on a inventé. C'est du genre du contenu liquid content. Ah, du liquid. Ouais, liquid content. Non, mais parce qu'on code sur Shopify en liquid, donc je crois que le mot liquid il nous traumatisme un peu. Mais ouais, c'est du contenu comme ça qui est pas dédié forcément à quelque chose et qu'on peut se resservir à droite à gauche. Mais oui, on a du contenu comme ça qu'on fait en interne. Donc ça, c'est le premier point. En tout cas, nous, ce qu'on a compris, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, ils te suivent pour une chose, pas pour 36, pas pour, tu vois. Et je prends un exemple, par exemple, tu suis un skieur. En fait, tu le suis pour le voir skier. Tu le suis pas pour qu'il poste une photo avec sa grand-mère ou qu'il poste une photo de ce qu'il a mangé hier. Voilà, il faut que 80% de son contenu soit sur le ski. Et puis de temps en temps, il peut sortir de sa ligne éditoriale parce que c'est sympa et ça change. Et nous, c'est ce qu'on a tout essayé sur Instagram. On a fait des quotes, on a fait des vidéos de moi, on a fait des vidéos de l'équipe, des formats. On a testé des choses et en fait, on perdait de l'engagement parce que les gens, juste, ils kiffent nos produits, ils les aiment les voir dans un environnement coloré et un environnement qui leur fait sortir du quotidien. Et donc, du coup, c'est vrai que quand tu vas sur notre Insta et que tu scrolles pendant 10 minutes, bah, ça peut être un peu ennuyeux. Mais ça, c'est une consommation d'Instagram qui est pas forcément la réalité. Alors, je vais pas donner de fausses data, mais la réalité d'Instagram, nous, c'est que ce qu'on veut, c'est que nos 400 000 personnes qui nous suivent, chaque jour, ils arrivent à avoir au moins un contenu de Merci Andy sur Instagram et qu'ils likent ou qu'ils interagissent avec un commentaire. C'est un par jour. Un par jour. Nous, on poste une fois par jour. Quand on a beaucoup de contenu ou des nouveautés, on lance plutôt, on ouvre plutôt, on fait 2 par jour, un le matin et un le soir. Maintenant, on a sur les 400 000, tu vois, c'est quasiment du 50-50 entre la France et le monde. Donc, on fait attention un peu au time zone aussi parce que les 3 premières heures d'un post comptent beaucoup dans sa performance. Donc, maintenant, on prend surtout là, on marche bien en Californie en ce moment, donc on essaye de prendre ça en compte. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est quand même. Pardon, vas-y. Vas-y. Non. Ce que j'allais te dire, c'est que nous, on recommande quand même. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de packshots sur ton compte, et en même temps, je me dis 400 000 followers, et surtout les interactions que vous avez. Alors, j'avais vu dans une presse que vous aviez, je sais plus, 4% d'engagement et 21 ou 22% de transfo d'engagement sur le reach. Je trouve ça huge, alors qu'effectivement, je trouve ça énorme, pardon, alors qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de produits, quoi. Parce que moi, mon avis, c'est que quand tu vois, là, tu vas regarder parce qu'on est dans un talk, tu vas analyser mon content, tu vas le swiper pendant longtemps, et c'est sûr que ça peut paraître un peu
boring, tu vas te dire c'est que produit et tout, mais c'est ce que nous, notre communauté a envie de voir. On parle à une cible qui est très spécifique, qui connaît, qui aime ce milieu-là, qui aime la beauté, qui aime les couleurs, qui aime être fun. Donc, et du coup, si on leur propose toutes les semaines 2-3 contenus qui sortent de cette ligne-là, elles vont pas reconnaître Merci Andy. En tout cas, on l'a pas trouvé, tu vois, ce contenu-là. On teste de temps en temps, mais elles, ce qu'elles aiment, c'est l'histoire qu'on raconte sous les textes et notre produit mise en situation et dans un environnement, tu vois, assez fun. Et tu vois, on a offert 25 000 crèmes mains aux hôpitaux de Paris. On a reçu des photos incroyables d'infirmières qu'on a eu envie de poster et ça a très bien marché parce qu'il y a un côté humain. Donc, on fait pas que du packshot, mais on vient alimenter avec des choses, mais on veut garder quand même une ligne éditoriale qui est ultra forte. Enfin, et très marquée en fait, très marquée. Pour rester sur Instagram, pardon, vous utilisez Insta Shopping ? On l'utilise, mais on convertit pas avec. J'ai remarqué quand même on a fait des tests aussi. Quand on tag, l'engagement est vraiment meilleur que quand on tag pas. Quand tu tags tes produits, l'engagement est meilleur ? Quand tu tags tes produits, l'engagement est meilleur que quand tu le fais pas. Par contre, en termes de transfo, c'est anecdotique. Ok, bon, c'est assez récent encore, hein, mais intéressant. Est-ce que le fait de taguer tes produits te ferait remonter dans l'algo ? Supposition. Moi, tu sais, les algos, j'aime bien. J'imagine comme un truc un peu mystique où tout le monde met ses hypothèses. Nous, c'est ses envies et ses craintes. Ouais, exactement. Mais c'est assez marrant, tu vois. C'est exactement. Mais oui, nous, on teste. On fait des périodes où on arrête de taguer. Il y a des périodes où on tag. Pourquoi on arrête de taguer ? Tout simplement parce que parfois on se dit, on pense qu'on est une marque commerciale qui veut que vendre, mais on a quand même quelques liens entre le fait de taguer et l'engagement. Ok, intéressant. Et un autre truc que nous on a fait récemment, voilà, les filtres. Vous en faites depuis longtemps ? Écoute, on en a fait 2. Donc j'en vois un récemment où c'est quoi ? C'est quel animal tu es ? Exactement. En fait, on a fait Quelle licorne es-tu ? Il a assez bien marché. Pareil, opportunité. J'ai rencontré un petit jeune qui fait des filtres et qui est ultra bon. Et on lui a dit, OK, let's go. On a brainstormé sur les filtres. On lui a envoyé tous nos éléments de DA. On a imaginé le filtre et lui nous l'a codé. Et ça marche super bien. Et pour le coup, c'est sur ça, au début, c'était très organique sur notre communauté. Tu vois, on a eu sur le premier film quasiment 30 000 personnes qui l'ont utilisé. Et maintenant, on fait de l'acquisition avec ce filtre. Donc, c'est assez drôle. Alors, on en fait aussi pas mal chez Cosa Nostra, on en a fait pas quelques-uns. Enfin, on fait pour Kellogg's, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à il y a quelques années où je dis quelques années, on vit dans un monde où 3 mois, c'est 1 an. Mais je me souviens qu'on avait fait des OP sur Snapchat et c'était une fortune de créer le filtre et surtout une fortune de le mettre en avant sur la plateforme. Je crois qu'on parlait de dizaines de milliers d'euros par jour de mise en avant. Maintenant et depuis quelques temps sur Instagram, tu peux créer des filtres avec leur appli qui s'appelle Spark AR, pour finalement assez peu de temps, donc assez facilement et pas cher. Et surtout, tu peux les mettre en avant auprès de ta communauté gratuitement. Ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, c'est clair. Et donc, toi, sur 400 000 followers, vous avez eu 30 000 utilisations du filtre, c'est ça ? Exactement. Okay. Donc, ce qui est beaucoup. Après, c'est un filtre qui marchait. C'était à l'époque Quelle licorne es-tu ? Donc, d'ailleurs, ça l'est toujours, hein. Mais, moi, je pense que, tu vois le succès des filtres sur Snapchat et tout. Donc, ils avaient tout intérêt à laisser les marques s'exprimer. Il y avait une feature qui était hyper intéressante mais qu'ils ont enlevé et nous on est allé vite mais ils l'ont enlevé la veille où on poste notre premier filtre. C'est qu'au début pour débloquer les filtres tu pouvais te mettre en privé et tu devais follower pour débloquer les filtres et t'as des mecs qui créent des filtres tu vois qui sont montés à genre ils ont des filtres qui ont super performé et maintenant ils se retrouvent avec 250 000 followers, tu vois. Et pour le coup, ils ont enlevé cette feature parce qu'elle était trop, elle incitait trop au like et du coup Instagram n'aime pas trop ça, quoi. Ouais. Ok, très intéressant. T'as dit un truc tout à l'heure qui m'intéresse et je voudrais revenir dessus, mais vous faites des tests utilisateurs, donc tu demandes leur avis à tes followers dans des stories ou des posts. Ils répondent avec, par exemple, des emojis ou des
c'est ça, des emojis, et vous faites un extract pour avoir des résultats, enfin en tout cas les quantifier, les analyser. Comment est-ce que vous faites ça? Écoute, moi j'aime bien Iconosquare. C'est un outil qui donne quand même pas mal de data. Et j'imagine qu'il y a des outils différents ou mieux, mais c'est une boîte française à La Rochelle. Ils sont peinards les mecs et je trouve qu'ils avancent assez bien. Et sur Iconosquare, tu peux avoir, tu as justement des datas sur tes followers et compagnie. Et ensuite, c'est assez simple. Tu t'exportes tes commentaires sur Excel et ça te met quelques datas, je les ai pas toutes en tête ici, sur l'origine du post, si c'est un post, enfin si c'est un commentaire anglais ou français, parce que le compte était français ou anglais. Et puis après, tu peux faire des datas en disant, bah typiquement, sur les 1000 commentaires qu'on a eu, il y en a 500 français, et sur ces 500 français, il y en a 480 qui aimeraient qu'on fasse du gel douche. Tu vois, c'est le genre d'études qu'on fait. C'est pas du tout dans les règles de l'art, c'est hyper spontané, c'est hyper social media, mais nous, on n'a pas les moyens de faire des études par des cabinets pendant 6 mois, tu vois, pour avoir ce genre d'infos. Gratuit, quoi. Au-delà du temps que tu mets et puis de Ouais, la c'est licence. gratuit. Et même les tools d'Instagram, les tools natifs d'Instagram, c'est dingue, quoi. Enfin, les questions, la petite jauge pour dire si t'aimes pas, est-ce que tu préfères entre A ou B, Pardon? Je disais, tu as presque une panoplie d'outils Ah ouais, d'instituts ouais, de recherche gratuites et tu as ton exactement. panel de 400 000, alors qui est un peu biaisé parce qu'ils te follow, ils te connaissent. Mais je pense qu'il y a plein d'insights. Je comprends qu'il y ait plein d'insights à en tirer. Ok. Deux sujets encore sur l'activation que j'aimerais aborder, c'est TikTok et l'influence. TikTok, vous y êtes mis il y a un bout de temps déjà. Je crois que vous avez même été cité en exemple par les équipes de TikTok. Donc, quand on a eu, nous, une formation, enfin une présentation plutôt, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, écoute, assez simple. Nous, on fait souvent des goûters apéros chez Merci Andy où nos utilisateurs viennent et puis on discute avec eux sur notre site, sur les réseaux sociaux, sur nos produits, sur plein de choses. Et bon, voilà, on va pas se mentir. Facebook, on perdait du reach, on comprenait pas. On se disait, si on doit vivre que par la pub, c'est juste pas gérable pour nous. Et du coup, on a interrogé notre cœur de cible et on s'est dit, mais en fait, si vous allez plus sur Facebook ou vous interrogez plus, vous interagissez plus avec les marques, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, on avait des utilisateurs, des influenceurs qui sont très précurseurs dans tous ce social media, en fait, qui avait TikTok. Donc, on s'est dit, si l'audience se déplace, et surtout l'audience qui nous anime au quotidien, bah, il faut qu'on soit là tout de suite. Et on a ouvert un compte TikTok en, je sais pas, 5 heures. Pas de ligne éditoriale, pas de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, quels moyens on met. Ça a été hyper spontané. Et on a grandi avec l'outil, parce que l'outil, j'ai encore quelques anecdotes sur le TikTok Ad Manager. Je sais pas, tu as eu accès déjà? Pas moi, mais des personnes dans mon équipe, ouais. En fait, c'est génial. Il y a encore des trucs qui sont en chinois, tu vois. Même le truc n'a pas été tout traduit. Et j'adore. Moi, ça montre que même c'est une grosse boîte, un grand groupe, ils ouvrent tellement de pays, ils vont tellement vite que tout n'est pas parfait. Et moi, ça me va complètement. Donc, du coup, on y est allé, on a testé. L'outil, il change tout le temps. Au début, tu pouvais pas mettre de lien. Maintenant, tu peux mettre de liens. Au début, tu peux faire pas de pub. Maintenant, tu peux faire de la pub. Mais nous, ce qui nous anime, c'est l'inclusivité de ce réseau. Enfin, c'est pas plus arc-en-ciel. TikTok, il y a rien de plus arc-en-ciel que TikTok. C'est que pour performer, il faut pas être beau et riche. Et pour avoir de l'audience quand t'es un humain, quoi. Tu vois. Alors que sur Instagram, ça a été le côté un peu qui a été décrié d'Instagram, c'est ça. TikTok, il a pris le contre-pied de ça. Il a dit plus tu vas être décalé, fun, créatif, plus on va te mettre en avant. Et ils ont des règles tu vois, on a beaucoup critiqué contenu TikTok sur la Chine, la pornographie. En fait, TikTok, ce qu'ils font pour modérer, c'est un truc de malade, vraiment. C'est dingue. Genre nous, on a mis une vidéo avec quelqu'un torse nu à un moment. T'avais l'impression que on envoyait un contenu pédopornographique, quoi. Tu vois. Donc ils sont hyper rigoureux là-dessus et nous, ça nous plaît, ça nous plaît beaucoup. Ok, intéressant. Donc vous avez lancé, je regardais là pendant qu'on se parlait, la première vidéo en février dernier, donc on va dire que ça fait 1 an. Exactement. Presque 200 000 followers et 5 millions de likes. J'ai pas le nombre de vues, mais j'imagine que sur les dernières vidéos, on tourne à quoi? 30 000 C'est hyper variable et c'est ce que j'aime aussi, c'est que la performance, elle est pas linéaire.
tu vois, on l'a tous dit dans nos presse, content is king, quoi. Le roi, c'est le contenu. Et TikTok, c'est vraiment le contenu qui est roi. Chose que sur Instagram, c'est encore possible, évidemment. Nous, on le voit. Mais sur Facebook, tu peux plus dire ça. Le contenu, je trouve qu'il est pas aussi roi qu'avant. Ta méthode de publication, tes relais, les ads que tu vas mettre vont être aussi hyper importantes. Nous, on a des contenus sur TikTok on a des contenus qui ont fait 2 millions de vues. Il y en a d'autres qui en font que 20 000 parce que voilà, on l'a pas posté au bon moment, on l'a pas assez bien monté ou tourné. Et donc, du coup, voilà, notre but, c'est pas de faire 300 000 vues par vidéo, c'est de poster suffisamment pour espérer qu'il y a un contenu qui surperforme et qui est hyper visible. Ok, entendu, intéressant. Et vous faites tout en interne? Tout. On fait tout en interne. Ouais, moi je suis sur quelques vidéos aussi. J'avais fait le Bottle Cap Challenge, mais ouais, tout est fait en interne. Il tourne au bureau. C'est notre équipe social media qui fait ça. Mais tout le monde, tu peux avoir ouais, exactement. Tu peux avoir pardon? Combien de personnes dans l'équipe? Dans l'équipe, il y a 3 personnes. T'as voilà une personne qui gère tout le pôle studio et créative, Antoine. On a Laura qui est notre social media manager et elle est accompagnée de quelqu'un à chaque fois, un stagiaire ou voilà des gens pour l'aider sur la prod à gérer tout ça. Et c'est des vidéos qui sont propres à TikTok ou propres à Instagram? Ouais, on fait très très peu de contenu qu'on bascule sur les autres. Ouais, ouais, j'avais pas le terme, mais je l'apprends, overlap. Oui, je dis overlap, mais j'en sais rien. Non, mais t'as raison. Mais ouais, c'est très rare. Quand on a une vidéo qui surperforme sur TikTok, on se pose la question de dire est-ce qu'on la met sur Insta? Mais c'est un peu la même chose que mes produits chez Monoprix ou sur mon site. Si tu nous suis sur les deux, quel est l'intérêt d'avoir le même contenu? Sur TikTok, nous, on veut se marrer. Tu vois, on fait pas, on n'explique pas qu'est-ce qu'on utilise comme ingrédient, comme naturalité. Ça, on utilise Instagram, on utilise nos emails, nos pages produits. Mais sur TikTok, on veut juste se marrer. Tu vois, c'est la seule règle qu'on a, c'est respecter la marque et faites-nous marrer, quoi. Mais donc, t'es plus dans l'image sur TikTok et complet. Ouais, ok. Mais tu renvoies du trafic ou comment tu le qualifies Aujourd'hui, c'est hyper dur de le quantifier. Ce que je sais, c'est que mes coûts de production de TikTok, c'est 300 € d'accessoires sur Amazon par mois, quoi. C'est tout. C'est la seule chose. Ça va être une bouée, ça va être une corne, ça va être un mini skateboard, voilà. Demain, tu me dis, on va tourner un TikTok à Los Angeles et il y en a pour 40 000 €, je le ferai pas. Même si je sais que je peux aller chercher beaucoup de vues. Pour ça, je vais aller sur YouTube, on va aller sur du pré-roll ou sur de l'Insta. Mais bien qu'on n'a jamais pris l'avion pour tourner une vidéo, je te rassure. mais voilà, c'est vraiment in-house. Il y a un côté amateur, mais TikTok est né comme ça en fait, tu vois. C'est l'ancien Vine. Il y a un vrai côté amateur dans TikTok, donc c'est nous, on veut pas le perdre. Ok, super. Écoute, je te remercie. J'aimerais maintenant aborder la partie tech, votre stack, donc les outils tech que vous utilisez. Vous êtes sur Shopify, je crois. Vous avez été sur Shopify depuis le début? Avec un thème propre ou acheté? Non, un thème, il s'appelait thème Rainbow Forest. Et, c'était prédestiné? Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai en plus, tiens, je me rends pas compte. C'était la Rainbow forêt. Qui veut dire arc-en-ciel, pardon. Ouais, c'était la forêt la forêt multicouleur, il s'appelait ce thème. C'était assez drôle. Okay. Non, on a fait ça pendant peut-être 1 an et demi. Après, on a fait un premier dev avec une première agence et on l'a refait il y a 1 an avec une autre agence. Donc 3 sites en 5 ans, le tout sur Shopify, le premier sur un thème acheté et les 2 suivants sur des thèmes propres, c'est ça? Custom, ouais, avec juste custom. Le front custom et après des features qu'on a rajouté qu'on hésite même à vendre sur Shopify maintenant parce qu'elle est tellement bien. Typiquement, on a fait une jauge dans le panier en fonction de livraison offerte, un cadeau et compagnie. Tu vois, ça nous a boosté le panier moyen. Alors, tu peux me donner un exemple si je vais sur un pour le voir, hein, cette jauge? Tu vas sur tu mets un produit dans ton panier. Donc là, tu vas normalement faire un petit abandon checkout, sauf si tu sors ta carte bleue. Je rigole. Mais tu fais ajouter au panier. Et tu vois, là, la jauge, tu as une jauge à droite dans le checkout qui monte. Alors, pour le coup, là, en ce moment, on est out of stock sur beaucoup de choses, donc tu n'as plus de cadeaux. Donc là, la livraison est offerte à partir de 35 €. Mais
tu vois, on offre des casquettes, on offre des porte-clés, on offre des accessoires pour justement avoir des logiques de panier moyen. Et typiquement, ça, c'est une app c'est quelque chose que nous, on a codé. Alors je le décris un peu en pratique, mais quand j'ai ajouté je suis en desktop, quand j'ai ajouté un outil, un produit au panier, une side pop-up s'ouvre avec le panier temporaire qui me dit commander ou continuer d'acheter. Et effectivement, il y a cette jauge qui est une barre grise. Moi, l'arc-en-ciel qui indique le niveau de la jauge, aller jusqu'au, on va dire, au premier tiers. Et au milieu, il y a une petite barre qui dit livraison offerte à partir de 35 €. J'ai ajouté un deuxième produit. Effectivement, la jauge la jauge s'est remplie. Donc ça, c'est un développement propre. Voilà. Ok. Un autre exemple où tu es ici aussi, en restant dans le mini-cart, on a développé la fonction de se faire offrir. Se faire offrir, ok. Voilà. Donc ça, c'est on a vu, je crois, c'est Jennifer qui l'a fait et on a trouvé ça hyper intéressant. Nous, on a des consommateurs, tu vois, entre on vise pas trop par l'âge et je déteste de parler de l'âge parce qu'on parle plus de valeur, mais on imagine qu'on en a quand même pas mal qui ont pas de carte bleue ou qui ont des difficultés avec le 3D Secure. Donc du coup, en fait, tu peux envoyer ton panier à un proche en remplissant toutes tes informations ou pas d'ailleurs sur la livraison, le code, et en fait tu peux envoyer un panier et la personne en reçoit un email et a plus qu'à sortir sa carte. On l'a mis il y a à peine une semaine, tu vois, et on a plutôt des bons résultats dessus. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a des outils que vous n'avez pas développés mais oui, qui vous servent incroyablement? Il y en a plein. Enfin, sur Shopify, tu as tout un écosystème d'apps et moi, je suis un fan. Je les aime. J'aime toutes ces apps, tu vois. Je regarde toutes les nouveautés. Je vais dans le code de beaucoup d'autres Shopify pour voir quelles apps ils utilisent. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple d'app que j'adore? Sur l'embasement, sur les pop-up éventuellement qu'il pourrait y avoir si je... Écoute, sur les avis, on utilise Stamp, S-T-A-M-P-E-D, c'est une app Shopify justement pour les avis. C'est vraiment pas mal parce que derrière, tu peux faire du traitement de data, tu peux le relier avec ton CRM, ton Klaviyo pour avoir une base qui est homogène et qualifiée. Donc, c'est vraiment bien. Vous êtes sur Klaviyo? Ouais, on est sur Klaviyo. En toute transparence, on aime beaucoup Sendinblue. Ils sont en train de nous faire une propale et je pense qu'il y a plus de chances que Sendinblue nous écoute que Klaviyo aux US. Mais ouais, on aime bien Sendinblue. On se pose la question de switcher. En tout cas, le mix Shopify Klaviyo, il marche bien. C'est efficace. Sur l'aspect CRM, marketing, c'est top. En abandon checkout, ils sont pas méga. Les mails sont pas tellement bien fait et c'est difficile. Mais de attends, custom. tu peux pas les... Tu peux custom, mais pas partout, pas en mode full code en fait. C'est le petit point noir de Klaviyo, et après c'est le prix où on commence à avoir une grosse base et ça commence à devenir très cher, tu vois. Et on la clean pourtant, mais voilà, entre nos différents pays et tout, c'est cher. Ok. Vous étiez ailleurs avant? On a fait du Mailchimp pour le CRM. départ. Ouais, on a fait du Mailchimp qui coûte aussi une fortune. Ouais, qui coûte cher, mais l'intégration Shopify, elle est pas tip top en fait. Avec Mailchimp Shopify, c'est pas aussi bien fait. Moi, j'aime les environnements qui communiquent. J'adore. Tu vois, même sur la logistique, quand toutes les données remontent. Enfin, je trouve que c'est intéressant et donc voilà, c'est ce qui nous manque. Qu'est-ce que je peux vous... Enfin, on a plein d'apps qui sont hyper intéressantes. Sur la partie stock, justement, vous êtes en multistock. Il y a un stock aux États-Unis et j'imagine à minima un en France. Exactement. On a deux entrepôts. On en a un à Paris, enfin en banlieue parisienne, et qui gère toute l'Europe et toute notre B2B. Et on en a un autre à Orlando, en Floride. Alors me demande pas pourquoi. Bah si, j'ai choisi pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure, mais c'est encore ailleurs aux États-Unis. J'y suis allé une fois. Voilà, il fait chaud et il y a des ouragans, donc ça c'est le petit point négatif. Mais sinon, il est hyper clean. Donc ouais, on est en multi-stock et on est sur Shopify Plus, qui tu peux créer des stores et du coup tes stocks se mélangent. Ok. Et avant d'être sur Shopify Plus, vous étiez sur Shopify, on va dire standard, et vous gériez déjà le multi-stock? On gérait déjà le multi-stock, ouais. Avec un outil ou un développement? Alors, attends, faut que je me souvienne.
Question ça fait quand même un an. Non, je veux pas dire de bêtises. Je pourrais redonner l'info à l'occasion, mais je pense pas qu'on gérait le multistop avec un outil. Je pense que ça tombait dans notre logisticien et on allouait des stocks par pays. Tu vois, on disait bah tiens, on en met 1000 là, 1000 là, 1000 là. Aujourd'hui, on fait plus comme ça. On dit on en a 3000 et premier qui vend, premier servi. Tous les produits sont disponibles sur tous les pays? Non, aux US, on a un assortiment qui est différent, déjà par la réglementation, et parfois on a des logiques un peu d'exclusivité avec certains retailers dans des pays, donc tu trouves pas partout les mêmes produits au même prix. Sur les pays européens, oui, la vraie différence, elle est plutôt sur l'US. D'accord. Et du coup, quel outil vous utilisez pour gérer le panel produit? On utilise Custom Field pour les pages produits et mettre le maximum de data, mais ça, on duplique toutes ces pages-là. On n'a pas de Langify, on n'a pas de toutes ces apps de traduction parce que elles nous plaisent pas. On fait du Custom Field où on ajoute plein de champs sur les produits. Si Charles m'écoute, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je suis sûr de moi sur ça, parce que j'ai pas mal participé au site, ça me passionne. Mais non, on n'a pas d'outils qui nous permet de dupliquer les pages produits et compagnie. C'est clair que l'un des points faibles de Shopify aujourd'hui, c'est si tu as un catalogue de 3000 t-shirts et que tu as 3 sites, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Nous, ça s'adapte parce qu'on a 40, 50 rêves, donc c'est complètement gérable. Mais j'ai pas le bon outil pour si tu as 2000 produits à mettre sur 5 stores, quoi. Entendu. Écoute, on a passé beaucoup de temps ensemble, c'était passionnant. Est-ce que c'est quoi l'avenir pour Merci Andy? C'est quoi la suite? L'avenir, c'est déjà, on va dire, de passer cette étape. On est beaucoup sous pression parce que on est beaucoup sollicité. On a fait du gel antibactérien aussi. On a fait une gamme qui s'appelle You Are Heroes. Donc, on est beaucoup sollicité. Donc, c'est déjà de continuer à travailler et de pas s'enflammer non plus. Tu vois, on a des très belles semaines et mois qui arrivent, mais il va falloir qu'on travaille bien et dur. Voilà, il y a un sujet supply qui est hyper intéressant. Parce que aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve des nouveaux fournisseurs, des nouveaux partenaires sur le transport aussi. Donc c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de réussir dans des nouvelles catégories, donc dans des nouvelles expériences avec la marque. Okay. Aujourd'hui, on a réussi dans le sac à main. Enfin, on en est plutôt content dans plusieurs pays du monde, et on commence on a réussi dans le sac à main. Ouais, okay. On a réussi à. Enfin, c'est cool, tu vois. Moi, c'était à l'époque quand j'allais au restaurant ou dans un bar, parce que j'espère qu'on y pourrait y retourner un jour. Et quand je vois une nana ou un mec sortir un Merci Andy, c'est trop cool, tu vois. Et j'ai pris le métro à Berlin en novembre. Pareil, tu vois, j'ai vu une Allemande sortir un Merci Andy. Elle avait dû acheter sur notre site ou dans les magasins chez Sephora en Allemagne. C'est cool, quoi. Tu vois, t'es assez heureux, fier. Et voilà. Donc ça, c'est ça. Et après, je pense que c'est l'aspect humain et sociétal, il est aussi important. On n'en a pas beaucoup parlé, mais enfin, je vous ai dit l'histoire des crèmes mains sur le Covid et compagnie. C'est que on a une mission sociétale qu'on est en train de faire évoluer, grandir. On a plein de choses dans le pipe sur le cyberharcèlement. On est engagé avec des associations. C'est vraiment d'aller là-dessus. Parce que, tu vois, et moi, je suis militant sur un cabis d'une boîte qui est écrit ton activité commerciale et ta mission sociétale, en fait. Faut que dans les 2-3 mois, surtout après ce Covid, faut changer les cabis des boîtes, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est clé, quoi. Je suis d'accord, je comprends. Merci énormément pour ton temps. Je t'en prie, merci, c'était bien cool. C'était passionnant. Est-ce que tu as un message à faire passer? Écoute, merci. Non, c'est chouette. Moi, en pleine actualité Covid, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant, et je trouve qu'il n'y a pas de métier qui ne peut pas aider. Tout le monde peut aider, même si on fait de la tech, même si on fait une app il y a forcément un moment où on peut ajuster un tout petit peu son modèle pour aider. Nous, on a enlevé les paillettes, les couleurs, et on a produit des plus grands formats pour les hôpitaux. Ça a été notre manière de contribuer, ça a été d'offrir des crèmes mains, et tout le monde peut aider. Et je trouve que voilà, moi, ça me touche énormément toutes ces adaptations de modèles.
qu'ont pu avoir des grands groupes ou des petites marques. Et je trouve que c'est porteur de beaucoup d'espoir pour la suite, quoi. Et un réel accélérateur d'usage et un accélérateur aussi de dino. Hein, je trouve ça vraiment intéressant. Je suis d'accord. Tu vois, enfin, c'est dingue, quoi. Tu vois, les mecs qui offrent je sais pas, Slack qui offre des choses pour pouvoir collaborer, Google Meet qui dit que tous les adhérents de Google Suite vont offrir, Google Meet est gratuit, il y a plus de plan. Enfin, je trouve que ça permet de passer ce moment-là de manière plus difficile et moi je suis plein d'espoir, donc tu vois, j'arrive à voir la suite avec beaucoup d'optimisme. Formidable. Je vous remercie tous. Je reste encore 1 minute avec toi, mais je vais juste rentrer dans le détail du checkout, de la fonctionnalité se faire offrir. Donc j'ai testé en parallèle, c'est top. Je l'ai envoyé à ma copine. J'ai ouvert le lien dans une fenêtre anonyme pour voir ce que ça donnerait. Donc ça m'amène directement sur le panier. En fait, j'ai plus qu'à rentrer mon PayPal ou voilà, c'est ça, l'adresse d'expédition et puis ça part, quoi. Et elle peut le faire pour moi. C'est top, ça. Exactement. Ouais, ok, c'est très malin. On a très peu de data là-dessus, mais ça va grandir. Merci Louis, merci à vous tous d'être toujours présents, même en cette période, surtout en cette période, et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.